Le 26, 19h52, un roman de prospective professionnelle. Un podcast de Julien Russier. Lu et interprété par Élodie Russier et Julien Russier. À travers ce roman psychologique et prospectif sur le thème du monde du travail, vous pourrez plonger dans les différents univers de Marie-Amélie, chef d'entreprise dans les années 2000, et revivez avec elle tout le parcours de sa vie, de l'enfance jusqu'à sa vie de retraité. Chaque 26 du mois à 19h52, venez écouter un nouveau chapitre de ce roman de prospective professionnelle et votez pour choisir l'orientation que vous souhaitez donner au prochain chapitre de l'histoire. Au cours des chapitres précédents, Marie-Amélie, ancienne chef d'entreprise dépressive, se laisse convaincre par sa fille de se soigner pour aller mieux. Notre héroïne accepte alors de participer à une nouvelle thérapie cognitive que l'entreprise de sa fille délivre à ses clients. En pleine période de Noël 2052, elles se retrouvent toutes les deux dans les rues enneigées de Lyon pour se rendre au MRE Center, le majestueux bâtiment de verre futuriste dans lequel Marie-Amélie se rendra pour ses séances de thérapie. Malheureuse et manifestement contrariée, elle découvre le lieu qui n'est pas à son goût, puis se rend dans la petite salle où se trouve le fauteuil blanc, en forme d'œuf, dans lequel elle va s'installer pour vivre sa première Meta Relief Experience. Bonne écoute. Le 26, 19h52. Chapitre 3. Mali, un matin de Noël. Cela sentait le café chaud et le pain grillé. Tout était paisible dans la maison en ce matin de Noël. Dans le salon, les mélodies de jazz sortaient des enceintes pour le plus grand plaisir de Françoise et Jean-Paul. Il était bel homme, grand et mince. Ses yeux verts lui donnaient un regard hypnotisant et ses cheveux toujours bien coiffés sur le côté lui apportaient un air sérieux et strict. Il avait une petite fossette qui creusait sa joue gauche au moindre sourire. C'est sans aucun doute ce détail qui avait contribué à séduire son épouse. Ils s'étaient rencontrés sur les bancs de l'Université catholique de Lyon pendant leurs études de commerce international. Françoise avait la peau mate. Elle était la fille unique d'un couple du sud de l'Espagne. Elle était née à Grenoble quelques années après leur exil. Ils avaient alors choisi de lui donner un prénom qui faciliterait son intégration. Son allure était habituellement très chic. Elle se tenait toujours très droite, la poitrine en avant, et ses longs cheveux bruns lui donnaient un air d'actrice de cinéma. Ce matin-là, ils arboraient l'un comme l'autre un aspect beaucoup plus naturel, cheveux en bataille, pyjama et pantoufles fourrées. Ils dégustaient dans la cuisine leur petit déjeuner en tête-à-tête. Quelques instants de calme, se disait-il, avant que les enfants n'arrivent en courant découvrir ce qui les attendait au pied du sapin. Jean-Paul avait pris soin de remettre quelques bûches dans la cheminée et de rallumer les guirlandes électriques qui faisaient scintiller les boules et les guirlandes. Un beau matin d'hiver, en somme, préparé avec grand soin pour profiter en famille de l'ouverture des cadeaux que le Père Noël avait déposés pendant la nuit. Jean-Paul tendit l'oreille lorsqu'il crut entendre le grincement du parquet des chambres à l'étage. Françoise fit de même. Elle se concentra en souriant. En effet, il y avait de l'animation au-dessus de leur tête. L'un des deux petits monstres tapait à la porte de l'autre. « Brice, Brice !» s'exclama une voix de petite fille. « Brice, réveille-toi! Allez, dépêche !»« J'arrive. Attends-moi, Mali. » répondit le garçon encore à moitié endormi. « Oui, je t'attends, d'accord, mais dépêche s'il te plaît. » Mali était le surnom que tout le monde donnait à la petite Marie-Amélie. Il s'agissait de la première et de la dernière syllabe de son prénom composé, qui formait alors un nom aux sonorités rappelant la malice qui caractérisait la blondinette alors âgée de 9 ans. Elle était un peu ronde et ses joues légèrement gonflées. Son regard était coquin. Elle ressemblait à une poupée. Mali trépignait dans le couloir en faisant les 100 pas. La poignée de porte s'abaissa à peine quelques secondes plus tard. Le jeune adolescent sortit de sa chambre en se frottant les yeux, chercha sa sœur du regard, puis s'avança dans sa direction en courant sur la moquette de l'étage. Il lui prit la main et l'entraîna dans les escaliers. Il y a des jours comme celui-ci où toutes les querelles s'évanouissent l'espace d'un instant et laissent place à une grande respiration de joie et de plénitude. Les enfants dévalèrent les escaliers, traversèrent le hall d'entrée et se jetèrent vers le sapin. Les cadeaux étaient là, disposés en vrac au pied de l'arbre décoré. Il ne faisait aucun doute qu'aucun des deux enfants ne croyait encore au Père Noël. Pourtant, sans jouer la comédie, ils avaient encore envie de s'accrocher à son existence. Il ne s'agissait pas d'avoir foi en l'incarnation du personnage, mais plutôt de vouloir vivre encore et encore ce moment magique où l'on a le droit, peut-être le devoir, de redevenir innocent et heureux, simplement. En tout cas, c'était l'idée que Jean-Paul et Françoise avaient partagée la veille au soir. Les enfants avaient l'habitude de recevoir à chaque anniversaire et à chaque Noël les plus beaux cadeaux, de quoi rendre jaloux n'importe lequel de leurs camarades. Dans cette famille, il n'y avait aucune limite à satisfaire le plaisir des enfants. Les parents entrèrent tranquillement dans le salon, le sourire accroché aux lèvres. L'un tenait sa tasse à café dans la main, tandis que l'autre s'approchait doucement de la petite fille avec un appareil photo vieillissant.
Mali était en train de déchirer le papier doré du plus gros paquet. Brice, l'adolescent boutonneux, la force tranquille de la famille, avait pris soin de trier les cadeaux. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Il s'était installé confortablement sur le canapé, accompagné de ses 3 paquets, afin de les ouvrir scientifiquement. Il avait pris pour habitude de ne jamais déchirer les papiers cadeaux. Il commença par ouvrir les 2 plus petits, réflexe inverse de sa sœur. Il préférait garder le meilleur pour la fin. Il s'agissait de 2 jeux vidéo pour la Game Gear, la console portable de la marque Sega, sortie quelques mois auparavant pour concurrencer l'indétrônable Game Boy du concurrent Nintendo. Son sourire béat laissa apparaître son appareil dentaire. Il avait compris le contenu du plus gros cadeau, la console elle-même. Le Père Noël avait visé juste, encore une fois. La mère s'adressa alors à ses 2 amours. « Regardez-moi tous les 2, Mali, Brice, regardez bien l'appareil et dites Westiti à 3. » Les enfants se retournèrent malgré l'impatience. 1, 2, 3. Le flash éblouit alors les enfants. Le garçon se retourna et fit un petit clin d'œil à sa sœur. Ils reprirent tous les 2 l'ouverture de leur cadeau. Marie-Amélie faisait voler les bouts de papier déchirés. Elle découvrit soudain la boîte qui renfermait le Magic Van Barbie. Elle sauta de joie à travers tout le salon. Cela faisait plusieurs mois, peut-être des années, qu'elle rêvait de ce camping-car pour y installer ses plus belles poupées. Jean-Paul s'adressa alors aux enfants. « Joyeux Noël, mes chéris. J'espère que le Père Noël vous a bien gâtés, » annonça-t-il en gonflant la poitrine et posant les poings sur la taille à la manière de Peter Pan. « Oh que oui, papou, c'est trop bien !» Brice acquiesça d'un petit hochement de tête en direction de son père, qui lui répondit en le mimant. Le père était fier de la joie des petits. « Mais je reconnais ce van. C'est moi? Le salon? Maman? Brice? Et papa? Je n'en reviens pas. » Marie-Amélie avait compris que l'aventure venait de commencer. Elle prit soudain conscience du voyage qui l'attendait. Elle s'observait petite fille, là, en train d'ouvrir ses cadeaux avec son frère et ses parents. Elle et son frère n'avaient jamais manqué de rien. Je me souviens parfaitement de cet instant. C'était magique, hors du temps. Mais pourquoi la thérapie m'emmène-t-elle ici, à ce moment précis? La petite Marie-Amélie jouait sur le sol du salon, juste devant la cheminée. 4 poupées Barbie supplémentaires étaient venues compléter sa collection et occupaient les fauteuils du véhicule de plastique. Brice était posé dans un coin de la salle à manger attenante et leurs parents discutaient tranquillement à côté d'eux. Françoise déballait très soigneusement son tout nouveau Dicam Model 1. Il s'agissait de l'un des premiers appareils photo numériques du marché. Françoise était passionnée de photographie et Jean-Paul lui avait préparé cette surprise avec toute l'affection qu'il lui accordait à l'époque. Il avait dû se battre pour obtenir l'appareil qui était commercialisé depuis cette année aux États-Unis et qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver sur le sol européen, qui plus est en cette période de Noël. Bien sûr, l'appareil de maman. Les photos étaient absolument horribles, mais elle adorait nous immortaliser à volonté avec son joujou. L'observatrice essaya de se retourner, mais impossible. Elle était bloquée sur la scène de ses parents. Elle était dans l'incapacité de se déplacer dans son passé. Je ne suis pas libre dans cet espace-temps alors? Comment choisir ce que je veux voir? Pourquoi devrais-je faire confiance à la machine sur ma destination? C'est insensé, vraiment. Elle était triste et consternée à la fois. Marie-Amélie se réjouissait de revivre cet épisode de sa vie, mais elle était frustrée par le rail imposé du voyage. Elle était furieuse. Elle ne comprenait pas comment cette aventure lui permettrait de se sentir mieux. Elle sentait déjà en elle la mélancolie l'envahir. Et si finalement, elle n'en ressortait qu'avec une bonne dose de nostalgie? Cela ne l'aiderait sans doute pas à lui remonter le moral. Ai-je le choix de toute façon? Pas vraiment. Mais autant dire que j'irai m'expliquer avec Katniss en sortant. Mali jouait sans interruption depuis de longues minutes. Elle commençait à fatiguer. Elle alla s'installer à côté de sa mère. Elle se plaignait d'avoir mal à la tête. Sa mère lui expliqua que c'était normal. Elle avait dormi trop peu et avait oublié de manger le petit déjeuner. La mère lui proposa d'aller boire un verre d'eau et de manger 2 ou 3 biscuits qu'elles avaient elles-mêmes cuisinés ensemble quelques jours auparavant. Jean-Paul réapparut dans la pièce, élégamment habillé de son costume du dimanche. Sur son poignet gauche, sa montre Rolex Submariner brillait. Le Père Noël l'avait gâté lui aussi. Même si ce bijou pouvait rappeler à certains la symbolique de la réussite sociale, Jean-Paul était un vrai collectionneur de montres. Très instruit et toujours curieux, il avait développé une connaissance rare dans tous les domaines en rapport avec le temps. L'histoire, la philosophie, les sciences, la mécanique quantique, et tout particulièrement les montres, qui en étaient une forme de représentation. Il avait l'air pensif, voire inquiet. Son visage était crispé, et le sourire du matin n'était qu'un lointain souvenir. Marie-Amélie sursauta quand la sonnette de la porte d'entrée retentit. Le père s'empressa d'aller ouvrir la porte. Il accueillit leur visiteur. Il s'agissait de Christian Jacqueron, le responsable de production dans l'usine d'ensemble mécanique de son père. L'entreprise s'appelait Duham, ce qui signifiait
Démon, usinage et assemblage mécanique. Christian déposa son long manteau noir sur le porte-manteau à l'entrée de la maison. Ses lunettes étaient embuées par la différence de température. Il souhaita un joyeux Noël aux enfants. Il fit de même en s'adressant à Françoise, mais sur un ton beaucoup plus grave. Il n'était pas très grand, plutôt bedonnant. Sa chevelure laissait apparaître le sommet de son crâne brillant. Il avait une tête toute ronde et la barbe taillée en collier. Mali et Brice le comparaient toujours à un prof, l'un des 7 nains accompagnant Blanche-Neige dans le film de Disney. La petite fille, encore postée calmement à côté de sa mère, observait sans rien dire la scène. Jean-Paul accompagna son second vers la table de la salle à manger. Il prit le téléphone sur la cheminée et en tira le fil jusqu'à pouvoir atteindre la table et l'y poser dessus. Ils échangèrent quelques mots. Christian sortit de sa mallette quelques documents qui semblaient très importants, à en voir la délicatesse avec laquelle il les manipulait. L'ambiance était devenue pesante. Le feu crépitait tout en commençant à décliner. Il faisait froid et le soleil n'était pas décidé à percer les nuages. Marie-Amélie prit l'appareil photo des mains de sa mère et le posa sur la petite table à côté d'elle. Elle s'installa avec conviction et tendresse sur les genoux de sa mère, puis déposa sa tête dans le creux du cou de Françoise. La position était idéale. Détendue, Mali observait la scène, mais ses pensées s'évadaient, très loin de la réalité de ce qui se déroulait devant elle. « Mais comment est-ce possible, Christian ?» s'écria Jean-Paul. « Comment peuvent-ils, le jour de Noël, m'annoncer une grève générale ?»« De qui se moque-t-on ? Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait chez moi. De quoi peuvent-ils encore se plaindre ? Je n'en crois pas mes oreilles. » Il s'interrompit et se posta à la fenêtre. Il prit une grande inspiration en regardant au loin la campagne avoisinante. Avec la prime de Noël que je leur ai accordée. Quel manque de reconnaissance quand même. Se marmonna-t-il tout en prenant soin de parler assez fort pour qu'on l'entende. Plus j'en donne, moins je reçois. Sans moi, personne n'en serait là aujourd'hui. Après quelques secondes, Christian bégaya quelques mots sans que personne ne s'y intéresse. Il était un responsable d'atelier excellent. Meneur d'hommes, compréhensif et assez autoritaire pour se faire respecter et faire respecter les règles de l'entreprise. Seulement, dès qu'il était en présence de M. Jean-Paul Démon, le bien nommé selon ses collaborateurs, Christian s'effaçait. La transformation était même physique. Il perdait facilement 4 ou 5 cm de taille. Il se recroquevillait et n'osait plus rien dire. Le leader charismatique devenait un bon petit soldat, tellement la hiérarchie était écrasante. Malgré tout, il régnait un profond respect mutuel entre les deux hommes. Depuis les 13 années de collaboration, très peu de situations avaient pu faire vaciller le duo. Je n'avais jamais vu le poids que papa avait sur Christian. Je le trouvais si gentil quand il venait nous voir. Papa ne disait que du bien de lui, tout le temps. Mais quelle crainte y a-t-il dans ses yeux ? Il n'ose même pas le croiser du regard. Pouvait-il être responsable de quelque chose ? Non, papa lui aurait déjà reproché. Marie-Amélie cherchait loin dans sa mémoire sans trouver ni le contenu des échanges, ni une quelconque conséquence sur sa vie qui justifierait le voyage jusqu'ici. Quelle drôle de thérapie sa fille lui avait-elle proposée ? D'un seul coup, Jean-Paul se retourna vers Christian et lui hurla dessus. « C'est ton rôle, après tout. Dépêche-toi de me résoudre tout cela, c'est intolérable. » « Mais Jean-Paul, » dit Christian, hésitant, « vous savez bien que... »« Arrête-toi, lui retourna le chef d'entreprise sèchement. Je veux savoir, je veux comprendre. Et profites-en pour leur dire de quel bois on se chauffe ici. »« Papa !» l'interrompit Brice comme venu de nulle part. « Papa, arrête de crier s'il te plaît. J'en ai marre que tu cries tout le temps. » Jean-Paul s'assit, comme s'il avait pris un uppercut bien placé juste sous la mâchoire. « Viens là, Brice. Viens te joindre à nous. Il y a des choses sur le travail que tu es en âge de comprendre maintenant. Et puis, dans quelques années, il faudra bien que tu prennes la suite. Il est temps que tu commences ta formation. » Brice, surpris, se leva doucement. Il s'approcha de la table en tremblant. Christian se tourna vers lui adressa un regard complice et lui fit signe de s'asseoir à ses côtés. Brice s'exécuta quand soudain, la petite Marie-Amélie s'extirpa des bras de sa mère. Malgré la migraine, elle courut vers la table, s'assit et s'exclama « Moi aussi, papa. Moi aussi, je veux travailler. » « Silence !» lui rétorqua le père autoritaire. « Ta place n'est certainement pas à cette table. Sors d'ici !» Un éclair foudroya le crâne de Mali. Elle se retrouva dans une étrange salle de 10 mètres carrés. Comme transportée. Le mal de tête si intense avait disparu. Elle était épuisée. Elle était seule. Il n'y avait plus le feu dans la cheminée. Ce n'était plus 1991. Marie-Amélie venait de finir sa première séance de Meta Relief Experience.
Il est temps pour vous de voter pour la suite de l'histoire. Dans ce 3e chapitre, la première séance de thérapie cognitive transporte Marie-Amélie vers le Noël 1991. Elle se retrouve plongée dans ce souvenir familial entourée de son frère Brice et de ses parents Françoise et Jean-Paul. La fête est interrompue par l'arrivée de Christian Jacqueron, responsable de production dans l'entreprise familiale. Il se passe visiblement quelque chose de grave dans l'entreprise. Son père invite alors Brice, âgé de 14 ans, à la table des discussions. Marie-Amélie, quant à elle, se voit refuser violemment sa participation aux échanges. Vous devez maintenant faire un choix. Si vous étiez à la place de Marie-Amélie, que feriez-vous immédiatement après cette séance de thérapie ? Premier choix, contacter Brice, son frère, pour savoir son ressenti sur l'histoire. Deuxième choix, rentrer chez elle et déballer son journal intime de 1991. À vos votes et rendez-vous le mois prochain. Vous venez d'écouter un nouveau chapitre du podcast Le 26 19h52. C'est à vous de voter pour choisir l'orientation du prochain chapitre de l'histoire. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le site du podcast, vous avez les commentaires dans YouTube ou le site www.rcicoaching.fr. J'attends avec impatience vos votes afin de pouvoir continuer d'écrire l'histoire de Marie-Amélie. Je vous donne rendez-vous le 26 du mois prochain pour le prochain chapitre de l'histoire.